On peut dire que la célébrité a quelque peu privé la reine Jeanne de Bourbon, dont tout le monde ne se souvient pas, lorsqu'il s'agit des reines de France. Pourtant, elle a été le témoin d'une époque difficile pour la France, participant directement aux années où le pays était en état de guerre prolongée avec l'Angleterre. C'est son mari, semble-t-il, qui est finalement devenu le sauveur qui a pu éviter à l'État des malheurs encore plus grands. Mais quel est le rôle de la reine Jeanne ? La future reine Jeanne est née le 3 février 1338 au château de Vincennes, dans la famille de Pierre Ier, duc de Bourbon, et d'Isabelle de Valois, princesse française et demi-sœur du roi Philippe V. Du côté paternel, Jeanne descend directement du comte Robert de Clermont, prince de sang français, fils cadet de l'illustre roi Louis IX de France et de sa consort, la reine Marguerite de Provence. La reine Jeanne de Bourbon était la grand-tante de son futur époux, le roi Charles V de France, dont l'histoire a retenu le surnom de Le Sage. Il semble que le destin ne les ait pas accidentellement liés par les fils du mariage dans le futur. Son intention est également née au château de Vincennes, 15 jours avant Jeanne. Les bébés ont même été baptisés le même jour, dans la même église de Montreuil. La mère de la jeune fille, Isabelle de Valois, étant l'épouse d'un prince de sang, a passé beaucoup de temps à la cour royale de son frère Philippe V, le premier Valois sur le trône de France, puis de son neveu roi Jean II, surnommé le Bon. De plus, le père de Jeanne, le duc Pierre de Bourbon, occupait le poste élevé de grand chambellan de France, et était donc toujours présent à la cour royale. Bien entendu, au cours de la première année de la vie de Jeanne, peu de gens pensaient que le destin la réunirait avec Charles dans un futur mariage. Les parents de la jeune fille avaient une nombreuse progéniture. Jeanne, encore enfant, devait d'abord épouser Amadeus V, comte de Savoie. Les négociations pour leur mariage ont lieu entre 1340 et 1343 et 44. Leur union était considérée comme un moyen très tentant de soumettre la Savoie à la cour de France, mais le mariage n'eut pas lieu. Jeanne est ensuite fiancée à Humbert II de la Tour du Pin, dauphin du Vénois, mais ses fiançailles échouent également. Ce n'est qu'après cela que Jeanne est fiancée à son petit-neveu, le dauphin Charles, futur Charles V de France. Auparavant, leurs parents avaient dû attendre la permission papale pour que ces adolescents puissent se marier en raison de leur lien de parenté étroit. Tous deux sont des descendants de Charles Valois, le fondateur de la dynastie. Finalement, des fiançailles ont lieu à Tain-l'Hermitage. Mais avant le mariage, le jeune dauphin doit faire face à une épreuve difficile. La peste fait rage en Europe. La mort, en ces années, n'épargne pas grand monde. En 1348, la peste emporte la reine de France Jeanne l'âme fou, la grand-mère de Charles. La peste n'épargne pas non plus sa mère Bonne de Luxembourg, qui meurt en 1349, et ne deviendra jamais reine. L'adolescent, naturellement frêle, est lui-même emporté par la maladie en 1349, alors qu'il se trouve dans le Dauphiné, où il devient héritier des territoires de la Vienne sous certaines conditions. Jeanne et le dauphin Charles se marient le 8 avril 1350, dans une atmosphère plutôt humble en raison de l'épidémie de peste qui sévit encore. Ils avaient tous deux 12 ans. En août de la même année, le grand-père de Charles, le roi de France Philippe V Valois, meurt dans ses 57 ans. Le père de Charles, Jean II, devient roi. 5 ans plus tard, en 1355, Jeanne reçoit avec son mari le titre de duchesse de Normandie. Cet événement n'est pas si serein pour le dauphin du pays, où le pouvoir centralisé est ébranlé à la fois de l'intérieur et par la guerre avec l'Angleterre. On sait que l'année suivante, le couple se rend dans ses domaines, où une réception les attend en Normandie, alors qu'ils prêtent serment à leurs vassaux. Au cours de la fête, le roi Jean II de France, qui soupçonne une conspiration des personnes présentes, en particulier Charles II de Navarre, dont les vues sur le trône de France ne sont pas déraisonnables, se précipite. Charles de Navarre, qui avait comploté contre le roi Jean, est emprisonné. Un certain nombre de ses associés, tels que Garcourt, Graville, Maubuy et Doublet, sont décapités, leurs corps suspendus à un gibet et leurs têtes exposées en public. Tout cela envenime les relations avec la Navarre, alors que les années de trêve entre la France et l'Angleterre sont terminées, et que la guerre de sang en reprend de plus belle. Quoi qu'il en soit, le dauphin, malgré son jeune âge, est plongé dans la politique, dès son plus jeune âge. Et le jeune homme sait comment agir. Et Jeanne ? Si l'on regarde vers l'avenir, on peut dire que le futur roi Charles V et Jeanne formèrent un couple heureux. Mais, apparemment, les jeunes gens n'ont pas tout de suite pris conscience de la valeur des relations qu'ils entretenaient l'un avec l'autre. On sait qu'au début de leur mariage, Charles avait une maîtresse nommée Bietta de Cassinelle, une jeune beauté mariée, que l'on appelait la belle italienne. Bietta et Charles auraient même eu un fils, Jean de Montague, ce qui est contesté par certains historiens.
On peut supposer que le jeune Charles a d'abord considéré son mariage avec Jeanne comme une sorte de manœuvre diplomatique de la part de ses parents. On sait que Jeanne a d'abord été bouleversée par les infidélités de son mari. Cependant, il est probable qu'au fil du temps, quelque chose ait changé dans la perception du mariage par le dauphin. Plus tard, Charles se consacre entièrement à sa femme. Le couple adulte en vint à une nouvelle appréciation du mariage, trouvant une harmonie mutuelle dans leur relation, comme l'avenir le dira. Entre-temps, tous deux ont traversé une série d'épreuves. Jeanne et Charles ont dû se débrouiller seuls après la tragédie de l'armée française à la bataille de Poitiers en 1356. Pour Jeanne, l'issue de la bataille a signifié la mort de son père, le duc de Bourbon. De plus, le roi de France Jean II a été capturé par les Anglais, ce qui a été un choc énorme pour les Français. Jeanne et Charles se trouvent dans une situation peu enviable. La France, vaincue par les Anglais, doit faire face à d'énormes exigences pour que Jean II puisse être libéré. À cela s'ajoute une charge financière sans précédent et la perte de terres. Alors que les négociations sont en cours et que Charles et Jeanne se retrouvent dans la position peu enviable de devoir agir, le roi de France se porte plutôt bien en captivité anglaise. Il est traité avec le plus grand respect. Ce perdant de la bataille était un véritable chevalier de son temps, un amateur de tournois à courte vue, tape à l'œil, dur et physiquement proéminent. Charles était tout le contraire de son père. Le dauphin, physiquement faible, ne se distinguait pas par son apparence et était loin des plaisirs chevaleresques, préférant l'amour des livres et du savoir, intérêt qu'il partageait avec Jeanne. Pendant ce temps, des troubles civils éclatent en France. Au début de l'été 1358, Jeanne et sa suite sont assiégées dans la forteresse de Meaux, située sur la Marne. Les assiégeants étaient des paysans rebelles connus sous le nom de Jacques, qui s'étaient alliés aux Parisiens sous la direction d'Étienne Marcel. Jeanne est sauvée par les troupes de son mari, qui répriment bientôt la rébellion, bien connue sous le nom de Jacquerie. Lorsque Charles hérite de la couronne en 1364 après la mort soudaine de son père lors d'une autre captivité noble, Jeanne devient reine de France avec son mari. En mai 1364, elle et son mari sont couronnés par l'archevêque Jean de Cran dans la cathédrale de Reims. L'image du couronnement, qui nous est parvenue, est remarquable. Elle représente Jeanne et son mari assis en chaire, avec des paroissiens à sa gauche. Le clergé, dont l'évêque de Beauvais, le cardinal Jean de Dormans, est représenté à la droite de Jeanne, ils soutiennent la couronne. La reine Jeanne tient un orbe et un sceptre orné d'une figure humaine chevauchant un oiseau. L'oiseau se pose à son tour sur le bras. Ce motif rappelle fortement le sceptre de Dagobert III, roi mérovingien des Francs, soulignant ainsi la continuité des siècles. Jeanne est vêtue d'une robe de velours rouge. Elle a les cheveux blonds, comme beaucoup de monarques des dynasties des Capétiens et des Valois. L'État attend surtout une chose de la reine, la naissance d'enfants. Mais il ne faut pas oublier que Jeanne et Charles sont des parents assez proches, descendants de Charles, comte de Valois et d'autres souverains capétiens. On ne pouvait donc guère s'attendre à une descendance nombreuse et en bonne santé à l'issue de leur mariage. Et ce fut le cas, sur leurs 8 enfants, 5 moururent en bas âge, et seuls 2 garçons et une fille atteignirent l'âge adulte. Le fils aîné de Jeanne, né en 1368, fut le roi Charles V de France. Ce garçon sera plus tard surnommé à la fois le bien-aimé et, malheureusement, le fou après sa première crise de folie en 1392. Leur second fils, Louis de Valois, duc d'Orléans, deviendra l'un des princes les plus éclairés du début de la Renaissance en Europe, un homme au destin intéressant et tragique. La fille de Jeanne, Catherine, mourut en 1388 après un court mariage, avec le jeune Jean de Berry, comte de Montpensier. Malheureusement, Jeanne et Charles V ont enterré de nombreux enfants, mais n'ont pas pu se rendre compte que leur lien de parenté était la cause de la morbidité de leur progéniture. La folie de leur fils aîné peut également être attribuée à la consanguinité et à des problèmes génétiques ancestraux. Les sources contemporaines décrivent la reine Jeanne comme une femme mentalement peu équilibrée. C'est surtout après la naissance de son fils Louis d'Orléans, en 1373, qu'elle a souffert d'une dépression mentale complète. En désespoir de cause, Charles Quint fit des pèlerinages pour sa guérison et Jeanne se porta bientôt mieux. On sait également que le père de Jeanne, Pierre Ier de Bourbon, souffrait parfois de dépression nerveuse, tout comme Louis Ier, duc de Bourbon. Curieusement, les problèmes psychologiques de sa mère ne semblent avoir été hérités que par Charles V de France, mais pas par Louis d'Orléans. Bien entendu, il ne faut pas donner de la reine l'image d'une femme exceptionnellement morbide. Au contraire, Jeanne était une femme cultivée. La reine devient une véritable conseillère politique de son mari.
En même temps, elle reste volontiers dans l'ombre du roi, s'adonnant à toutes les tâches officielles inhérentes à sa fonction, gérer le ménage de la cour, élever les enfants. Comme son mari, Jeanne était une lectrice passionnée et possédait de nombreux livres. Ils font tous partie de la magnifique bibliothèque de Charles V, héritée par son successeur, le roi Charles V. Ses contemporains se souviennent de Jeanne comme d'une reine sage et pieuse, mais les sources la mentionnent principalement en relation avec son mari Charles V ou son fils Charles V. Elle est généralement présentée comme une épouse et reine réservée, cultivée et modeste, aimée du peuple et de son mari. Mais ce n'est pas tout. Jeanne est par exemple présente à l'assemblée solennelle que son mari organise en mai 1369 pour examiner les appels de la Gascogne. En 1378, elle reçoit l'empereur Charles-Yves, dit Charles de Luxembourg, dans la résidence royale de l'hôtel Saint-Paul à Paris, lors de la visite de l'empereur en France. En 1374, la reine est également désignée comme régente potentielle en cas de décès du roi et de nécessité d'une régence pour son fils aîné, le dauphin Charles, avec le soutien des ducs de Bourgogne, de Berry, d'Anjou et de Bourbon. Mais le destin en a décidé autrement. Jeanne ne survit pas à Charles. Elle meurt à l'hôtel Saint-Paul à Paris, le 6 février 1378, quelques jours après son 40e anniversaire. Selon le chroniqueur Jean Froissart, la reine enceinte aurait pris un bain contre l'avis de ses médecins. Peu après, elle accouche et Jeanne meurt 2 jours après avoir donné naissance à son plus jeune enfant, Catherine. Charles Quint, qui aimait sa femme, est complètement anéanti. Il ne lui survit que 2 ans. Le roi Charles, éploré, organise de somptueuses funérailles pour son épouse. Le 14 février 1379, un cortège funèbre parti de l'hôtel Saint-Paul transporte la dépouille de la reine jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour le service funèbre. Le lendemain, son corps est transporté à Saint-Denis, où elle est inhumée dans un double tombeau, dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Le corps du roi rejoindra le sien en 1380. Le cœur de la reine est placé dans l'église des Cordeliers, ses entrailles dans l'église des Célestins à Paris, peut-être parce que Charles Quint était particulièrement attaché à l'ordre des Célestins. Leur couple sur le trône de France a beaucoup contribué à la renaissance du pays. Il serait peut-être plus juste d'utiliser le mot sage pour qualifier le roi et la reine. Hélas, la mauvaise hérédité de leur fils a de nouveau mis la France dans une situation difficile. Merci d'avoir regardé ce film.